Parlons quand même un peu des marchés à l'occasion de cette édition 2024 de Patrimonia. Et c'est Frédéric Leroux qui est à mes côtés, le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup. Oui, on parle de vos convictions de marché. On entre dans un cycle global de baisse de taux, c'est ce qu'on comprend à ce stade. Comment est-ce que vous voyez ce cycle se développer devant nous, sachant qu'on a vu la Réserve fédérale américaine entrer en jeu de manière assez volontaire? Alors, je pense qu'il y a une chose à avoir en tête, une contextualisation, c'est que l'inflation, notamment américaine, mais en Europe c'est pareil, a commencé à descendre à partir d'octobre 22. Et on voit donc aux États-Unis, 2 ans après seulement, la première baisse de taux. Ce qui veut dire que les marchés ont déjà eu quand même beaucoup de temps pour anticiper les effets de cette baisse de taux, puisque ça fait 2 ans qu'ils voient l'inflation baisser. Donc partant de là, est-ce qu'il faut en attendre des tonnes? Peut-être, mais peut-être pas. Puisque les marchés sont quand même, quand vous regardez leur trajet sur les actions fin 2022, à partir on va dire d'octobre, tout 2023, toute cette partie de 2024, c'est de la hausse. Ouais. Alors que les taux n'ont pas baissé. Ouais. Donc voilà, il y a quand même de l'anticipation qui est là, donc il faut faire un peu attention. Alors, la Fed qui démarre par 50 centimes, effectivement, 15 jours avant, ce n'était pas gagné. Ça commençait à être un peu une anticipation des plus optimistes d'entre nous. Et puis, quelques jours avant, on s'est dit, bon voilà, c'est le cas de base. Ce qui a rendu d'ailleurs, quand même, pour la première fois depuis des années, la réunion de la Fed le soir à 20h intéressante, avec un petit peu de suspense. C'était amusant, il y avait du monde devant les écrans. Devant la télé. C'était bien. Bon là, 50 centimes, très bien. Et ce qu'on entend en plus, c'est beaucoup de membres de la Fed qui disent, ouais, on va continuer avec ce rythme-là. Et bon, c'est peut-être là un petit peu beaucoup d'optimisme, donc à l'égard de la capacité de la Banque centrale à faire ce qu'elle a envie de faire. Et donc peut-être un peu de pessimisme à l'égard de l'état de santé réel de l'économie américaine. Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose d'assez ordonné avec une Fed qui donne forcément le là? Est-ce que d'autres banques centrales, BCE notamment, vont pouvoir se mettre facilement dans les pas de la Réserve fédérale américaine? Ou est-ce qu'à un moment, il faut imaginer quelque chose d'un peu moins synchrone? Je pense que, idéalement, la Banque centrale européenne aurait tout intérêt à emboîter le pas de la Fed. Pour une fois, et c'était rare, elle a fait le premier mouvement, même les 2 premiers avant la Fed. C'était très nécessaire, eu égard à la dynamique européenne qui est quand même très très faible. Ouais. Dans un premier temps, il y avait des freins à cette baisse de taux qui étaient liés au salaire, dont la rigidité du marché du travail a empêché les salaires de s'ajuster plus rapidement à la baisse des prix. Donc ça, on comprenait que ça empêche un peu la baisse des taux. Maintenant, elle est là, mais on entend quand même, j'ai envie de dire, l'école allemande dire alors on ne va pas aller trop vite, il reste encore des poches d'inflation, n'allons pas trop vite. Or, je pense que quand même le moteur de croissance européen est quand même bien fatigué. On a quand même eu un beau désengage de l'industrie allemande. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'on connaisse une vraie crise allemande pour forcer la BCE à aller plus vite dans son mouvement de baisse de taux? Possible. Donc ce ne sera pas ordonné, c'était votre question au départ. Je pense qu'il risque d'y avoir un moment de douleur, le moment de douleur est encore devant nous. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Absolument. Il pourrait y avoir de la volatilité, de l'incertitude et surtout une réaction forte à des événements économiques qui ne sont pas forcément bien dans la tête des décideurs aujourd'hui. En tout cas pour l'Allemagne. Aux États-Unis, bon, je pense que dès l'instant où cette grande tendance de désinflation n'est pas remise en cause par les autorités, on aura plutôt des surprises sur la rapidité des banques centrales européennes, de la Banque centrale américaine à baisser. Il faut se rappeler exactement les années 70-80 aux États-Unis. C'est la même chose, c'est une série de vagues d'inflation. La Fed faisait le boulot relativement méchamment dans les phases d'hausse d'inflation, mais dès qu'elle le pouvait, elle baissait les taux très vite parce qu'elle ne voulait pas faire souffrir les gens, en gros. Aujourd'hui, on est exactement dans cette dynamique-là, avec peut-être un petit peu trop d'optimisme à l'égard de la désinflation, de l'atteinte des objectifs de 2%. Le même optimisme qui avait fait que la Fed avait dû avoir besoin d'1 an pour se rendre compte que l'inflation n'était pas que transitoire, en fait. Du point de vue du marché, qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric? Vous le disiez en début d'entretien, beaucoup a sans doute déjà été anticipé. Ça veut dire que on est content de voir ces baisses de taux arriver, ça matérialise quelque chose qui a été anticipé par le marché. Mais ça veut dire que pour gérer des investissements avec une vue devant nous, il faut peut-être regarder les choses différemment maintenant, Frédéric? Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'avoir dans les portefeuilles des belles valeurs
de croissance avec une valorisation raisonnable, se contenter de ça, en disant la baisse des taux va avoir un effet considérable sur ce style de valeur, compte tenu de l'actualisation des flux futurs qui sont bons. Voilà. Je crois qu'il faut déjà construire une forme de barbell. Certes, le cœur du portefeuille, ça doit être probablement ces belles de valeurs, ces valeurs qui vont bien profiter de la baisse des taux. Mais moi, je conseillerais, et c'est un petit peu ce qu'on fait chez nous, d'anticiper déjà le prochain mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on va se rendre compte que la détente très forte des taux des banques centrales va très vite réveiller l'hydre inflationniste. Si, comme on a commencé à le voir peut-être hier, avant-hier avec la Chine commence à prendre des mesures un petit peu plus fortes pour éviter la déflation, on aura un facteur supplémentaire de réveil peut-être du prix de certaines matières premières. Voilà, une contribution à l'inflation. Et donc notamment sur les parties de taux, la gestion de taux, il y a des choses à faire pour se prémunir contre ça. Sur la partie action, il y a peut-être ne pas considérer que la Chine est définitivement ininvestissable. Il y a peut-être se dire le Japon quand même, certes le yen remonte, est-ce que c'est vraiment dangereux pour les actions japonaises? Il faut se poser ces questions-là. Il faut peut-être se poser la question de se dire est-ce que je peux continuer à avoir un portefeuille investi à 90% entre les États-Unis et l'Europe? Et ma réponse est plutôt non. Il faut commencer à se diversifier. Ça va payer. C'est vrai que les dernières années, le niveau de concentration a été tel, de performance sur les marchés actions notamment, que tous ceux qui ont joué la carte de la diversification, alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas été payés, mais ils étaient moins bien payés que le S&P 500, quoi. Oui. Et en fait, on a commencé à voir déjà depuis quelques mois aux États-Unis. Il y avait un indice assez simple à regarder. Vous aviez l'indice Standard & Poor's qui est chargé à 28% d'IA, on va presque dire, enfin de Magnificent Seven. Et il y avait le SPW au lieu du SPX, qui est l'Equal Weighted S&P Index. Donc toutes les valeurs sont prises pour le même poids chacune. Et donc on avait une énorme sous-performance de ce SPW parce que toute la perf était faite par quelques valeurs. Et depuis quelques mois, ça s'est un petit peu inversé, montrant que finalement, le reste des valeurs a plutôt rattrapé un petit peu les grosses. Et ça, c'est lourd, ce qui se met en place, cette tendance-là? Pour l'instant, c'est pas vif, c'est pas violent, c'est une nuance qu'on est en train de voir, mais qui va dans le sens d'une surperformance de temps en temps, sur des périodes courtes, de thématiques cycliques, value, par rapport à ces gros mastodontes des valeurs de croissance qui ont fait la performance des fonds depuis 2 ans. Donc, il y a des signes sous-jacents un petit peu qui nous indiquent qu'il faut être un peu moins complaisant, travailler un peu plus, aller chercher faire sa recherche. les bonnes idées là où on peut les trouver. Pour finir sur la partie obligataire, s'il faut imaginer un risque des résurgences inflationnistes à un moment, qu'est-ce que ça implique pour une stratégie obligataire, une stratégie taux, Frédéric Leroux? Alors ce qui est intéressant, c'est que sur la partie taux, chez nous dans l'allocation globale, cette possibilité est déjà bien mise en œuvre. Plus peut-être que dans le marché d'actions, où on a encore quand même un momentum très fort qui favorise ce qui a marché ces dernières années. Sur les taux, on aime beaucoup les swaps d'inflation, notamment aux États-Unis. L'inflation n'est pas chère. L'inflation, on l'achète aujourd'hui à un peu plus de 2% en moyenne pour les 10 ans qui viennent. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un cadeau extraordinaire. Donc voilà, acheter l'inflation future à travers les swaps d'inflation. Dans le même temps, poursuivre des positionnements de quantification de la courbe. Alors, les taux courts vont continuer de baisser, mais les baisses de taux courts sont tellement anticipées par les marchés que c'est plus tellement cette partie-là de la courbe qui va bouger, c'est peut-être plus la partie longue qui va avoir plus de mal à accompagner à la baisse de taux, la baisse des taux courts. Et une résistance à la baisse des taux longs, quoi, voilà, c'est ça. Les taux longs vont avoir une résistance à la baisse qui va être marquée potentiellement, notamment parce que les marchés vont finir par se dire, avec ces baisses de taux successives, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer des conditions qui pourront ressembler, peut-être avec des bémols, à ce qu'on a connu en 21-22? Et donc les taux longs vont anticiper peut-être une inflation qui ne baisse plus, voire qui remonte. Et dans ce cas-là, la quantification est forcément une excellente idée. Donc les swaps d'inflation, la quantification, et avec ça, on réduit sensiblement le risque global d'un portefeuille multi-asset. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être venu nous voir sur le stand Smart Bourse Bismart à l'occasion de cette édition patrimoniale 2024. Frédéric Leroux, responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac, qui était notre invité.